Et salut tout le monde, c'est Lou Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler un petit peu du combat de Naoya Inoue contre TJ Doheny. Pour l'occasion, hein, j'ai remis la petite casquette de Inoue, c'est important. Désolé de avoir mis un peu de temps à sortir tout ça et à sortir tout ça que maintenant, mais j'ai une bonne excuse, hein, j'ai la crève, sa mère, je pense à 100 ans, je suis pas encore parfaitement remis, ça fait 4 jours que je traîne à 39 de fièvre, on fait ce qu'on peut, et en même temps avant dernière fois que je change de décor puisque j'emménage enfin demain, voilà c'est super. Bon, maintenant qu'on a passé tout ça, qu'est-ce qu'on en pense de cette affiche de Inoue contre Doheny? J'ai hésité à faire une vidéo au début parce que sur les affiches comme ça qui sont très populaires et dont tout le monde parle, je considère peut-être à tort que j'ai pas forcément grand chose à ajouter souvent. Et du coup, bah en fait, comme je suis pas non plus actuellement un gros média, une grosse chaîne, en général, je pense que les gens qui me suivent d'autres gens. Donc a priori, bah, si j'ai rien un peu spécial à ajouter par rapport à ce que je peux entendre ailleurs, bah, c'est sûrement que les gens qui m'écoutent l'ont déjà entendu, c'est ce que j'ai tendance à penser. Mais aujourd'hui j'ai quand même envie d'en parler parce que putain c'est Inoue quand même, selon moi le meilleur boxeur de la planète actuellement. Il y aura des débats, est-ce que c'est Crawford, est-ce que c'est Usyk, des débats qui seraient justifiés, hein. Mais pour moi ça reste Inoue actuellement qui est numéro 1. Et on va quand même pas passer à côté d'un combat du numéro 1 pound for pound. En même temps c'est un combat qui a été beaucoup critiqué, donc je vais être là pour pas forcément le défendre, mais pour expliquer un peu d'où peut venir ce combat, pour expliquer quand même que Doheny c'est pas non plus un peintre, rapidement vous présenter un peu le boxeur. Et puis bah, rapidement en même temps revenir un peu sur le parcours de Inoue, hein, parce que je pense que je vais avoir le temps de toute façon. Écoutez, j'aime discuter donc discutons. Non, Inoue du coup ouais, c'est quand même un... Puis même en fait ça me semble important de revenir un peu sur tout ça parce que qu'on le veuille ou non, Inoue ça reste un boxeur qui, alors de moins en moins, mais reste critiqué, notamment par une fanbase américaine qui est assez importante et qui déteint un petit peu sur la France. Donc j'ai vu quelques commentaires comme quoi Inoue n'affrontait que des peintres, et c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. C'est pas le cas du tout, et c'est vrai qu'on lui reproche de ne pas avoir affronté de combattants pound for pound, n'est-ce pas, de combattants parmi les meilleurs de la planète. Et on verra que c'est un reproche qu'on peut lui faire un petit peu, on verra que c'est pas complètement de sa faute. Bref, je vais revenir sur tout ça. Donc rapidement, Inoue du coup c'est qui? C'est un japonais, alors je crois qu'il a 31 ans, je vous dis tout ça un peu de tête, je crois qu'il a 31 ans actuellement. C'est un gars qui est globalement considéré comme faisant partie des 3 meilleurs boxeurs de la planète de manière unanime. Beaucoup le voient dans les 2 premiers. Je pense que le premier unanime c'est quand même Usyk, même si pour moi c'est le japonais. Donc bah, il est japonais, il a commencé la boxe assez jeune, globalement je crois qu'il est passé pro autour de ses 18, 19, 20 ans, dans ces eaux-là, et c'est un boxeur qui s'est fait connaître parce qu'il a rapidement enchaîné les combats, les catégories de poids, et surtout les KO, puisque alors, actuellement je crois qu'il a du coup 28 combats, 28 victoires bien sûr, et je crois qu'il a 25 KO, donc ça frappe très fort, et en effet ça frappe très fort des 2 mains, donc c'est un boxeur qui est très impressionnant à avoir boxé justement, et ça fait des combats qui sont plutôt, en général, satisfaisants à voir. C'est rare d'avoir un combat chiant de Inoue, puisqu'il a un style qui est assez agressif. Pour moi, je pense qu'il a le meilleur style de boxe overall, donc c'est-à-dire que c'est un combattant qui est un contreur agressif, un contreur offensif, donc un offensive counter-puncher, je sais pas trop comment traduire ça exactement en français. Voilà, je vais sortir les gros noms, hein, mais globalement, Joe Louis par exemple était aussi un contreur agressif, et je pense en vrai que c'est le style le plus efficace de boxe globalement. Alors évidemment, vous avez l'inconvénient de prendre des coups, maintenant tous les styles prennent des coups, et quand vous avez une certaine force de frappe pour venir appuyer tout ça, bah, c'est un style qui est vraiment efficace, et Inoue du coup l'utilise à la perfection. Ça fait que c'est un boxeur qui est pas chiant à voir regarder parce qu'il va contrer, donc il va mettre des coups impressionnants, parce qu'il frappe fort et en même temps il est un peu agressif, donc il va être capable de mener à l'échange quand la personne en face a pas trop de volonté d'engager quoi. On l'a pu voir contre Butler. Et justement c'est un boxeur qui du coup est ultra polyvalent malgré son style un peu de prédilection. Et c'est pour ça que je considère que c'est le meilleur boxeur de la planète actuellement. Parce qu'en vrai, je pense qu'Usyk n'a pas cette capacité, je pense que Crawford l'a plus. C'est un type qui a l'air de pouvoir s'adapter dans vraiment toutes les situations. Et de pouvoir prendre la forme qu'il veut, de pouvoir boxer comme il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que des combats de Inoue, on l'a vu, où il était contre un sac de frappe avec des jambes, genre Paul Butler, et où le seul truc qu'il devait faire, c'était le provoquer, le faire engager, et couper les rings pour le toucher, et il l'a fait à la perfection. On l'a vu contre un mec qui frappe fort et qui envoie des frappes très larges et qui met du pressing comme Neri. Et dans ce cas, ce qu'il faut plutôt, c'est reculer, toucher sans se faire toucher, mettre des frappes précises et vraiment agir en contreur. Et on a vu Inoue le faire très bien. On l'a vu dans des combats un peu durs où il faut tenir, continuer l'échange, rendre coup pour coup, genre donner 1, on l'a vu, il l'a fait très bien. Et en même temps, les rares revanches qu'il a pu faire, parce qu'en général, il démolit tellement ses adversaires au premier combat qu'il n'y a pas besoin d'une revanche, les rares revanches qu'on a vu faire, par exemple contre Donner 2, il a éclaté Donner dans la revanche. La fois où on l'a placé contre un boxeur excellent, qui est Stephen Fulton, donc l'année dernière, parce que je rappelle qu'à l'époque, Fulton n'était pas dans le pound for pound top 10, mais était globalement vu comme un top 15, et tapé à la porte du top 10.
Il avait pris beaucoup d'adversaires très bons auparavant, je crois qu'il avait enchaîné 4 adversaires qui étaient invaincus. Enfin, c'était vraiment un bon adversaire, Fulton, qui était considéré notoirement comme un excellent boxeur, pas un puncher, un boxeur. Inoue l'a boxé. Fulton lui prend un round, et c'est le round juste avant de se faire mettre KO, c'est le 7ème qu'il prend, et c'est KO 8ème je crois. Donc c'est vraiment exceptionnel, ou c'est le 6ème, 7ème, bref, vous avez compris. Et c'est vraiment exceptionnel ce que fait Inoue ce soir-là, parce qu'il montre que il est capable de boxer le boxeur. Tant et si bien qu'en vrai, j'exagère peut-être un petit peu plus loin, mais je pense que vous remettez Inoue dans un match un peu amateur, touché sans se faire toucher, je pense qu'Inoue s'en sort très bien, vraiment très bien. Parce qu'il a des jambes de feu, qu'il a un très bon coup d'œil, qu'il a des très bons mouvements de tête, et qu'il est rapide sur ses bras. Bon, et du coup, au final, c'est un boxeur qui est ultra complet, qu'on a vu dans à peu près toutes les situations s'en sortir très bien. Et c'est vrai que déjà à ce niveau-là, c'est dur de voir vraiment un adversaire qui peut l'inquiéter. En plus de ça, c'est quand même un type qui allait chercher des catégories, enfin des titres dans beaucoup de catégories de poids de manière très rapide. Donc il a pris le titre WBO des Mimouches, je crois, à son 6ème combat, si je dis pas de bêtises. Puisque dans le 5ème combat, c'était Kosei Tanaka, lui, après le 6ème. Il a tenu à faire une défense de titre parce que c'est sa mentalité, je fais une défense de titre avant de monter. Il est tout de suite monté en super mouche parce que son corps prenait du poids très vite. En super mouche, il a regagné la WBO, il a fait quelques défenses. Puis il est passé en coq pour la World Boxing Super Series qu'il a remporté, notamment avec ce fameux combat qu'on donnait en 2019, qui combat de l'année. Je reviendrai après sur ce combat. Suite à ça, il unifie complètement la catégorie des coqs. On ratera un combat contre Nordine Oubaali malheureusement, puisque Oubaali sera battu par Donner. C'est assez triste, on aurait bien aimé voir Oubaali contre Inoue. Malgré tout, donc Inoue va récupérer tous les titres et unifier complètement la KT. Puis il va monter en Super Coq l'année dernière, où il prend les deux champions qui avaient tous les deux titres, qui là-bas, tous les deux en l'espace de 6 mois. Donc il récupère tous les titres et devient incontesté dans 2 catégories. C'est le deuxième à faire ça dans l'histoire après Crawford, qu'il avait fait genre 6 mois plus tôt. Donc ce que fait Inoue, c'est vraiment exceptionnel, ce qui fait ça en 1 an et 13 jours je crois, enfin c'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Et puis bah là il commence à prendre un peu tous les challengers de la KT des super coqs, il est en train de nettoyer tout ça. Alors évidemment on se doute bien qu'il n'y a pas grand monde qui devrait être capable de lui poser de l'opposition en super coq, parce que bah, malheureusement globalement il est arrivé, il a tapé le numéro 1, il l'a détruit, qui était Fulton, il a tapé le numéro 2, Tapales, qui l'a détruit. Et globalement, les numéros 5 qui étaient vus comme numéro 5, c'était Neri qui l'a détruit. Il reste globalement les numéros 3, 4 qui sont Ahmad Aliyev et Sam Goodman. Je vais revenir après sur pourquoi est-ce que c'est pas eux qui l'affrontent maintenant. Et donc, bah, c'est vrai qu'il reste plus grand monde dans la KT. Bon, pour la suite, du coup, bah, y a des gens qui aimeraient le voir monter en plumes. C'est vrai que alors, les plumes, c'est une catégorie qui est extrêmement dense, mais qui manque aussi beaucoup d'unité. Donc, il y a plein de combats qu'on aimerait voir. Inoue contre Espinoza, Inoue contre Angelo Leo, Inoue, bref, contre Nick Ball. Plein de combats qui ont l'air très bien. C'est vrai. Mais en même temps, c'est pas comme si en plume, il y avait ce gros patron, pound for pound, on aimerait voir Inoue affronter. A l'inverse, ce gros patron, il est plutôt dans la catégorie du dessous, c'est Nakatani. Et c'est vrai que bah, pourquoi pas avoir Nakatani qui monte. Ce serait une opposition qui ferait vraiment plaisir. Si jamais par hasard Nakatani décide de monter, Nakatani va affronter un Thaïlandais qui a 76 victoires pour une défaite, dont 52 KO, un palmarès de fou, même s'il a affronté lui, pour le coup j'ai l'impression un peu que des peintres, sans vouloir évidemment manquer de respect à ses adversaires. Bon, je pense que Nakatani devrait le démanteler sans trop de problème. Après on sait pas trop, est-ce que ce sera une unification avec le petit frère, est-ce qu'il va directement monter au Inoue, on sait pas trop. En tout cas c'est vraisemblablement les options qui s'offrent à lui, sous réserve qu'il bat ce très cher Doheny. C'est un combat donc qui est pas mal critiqué, puisque Doheny est vu comme étant un adversaire qui ne mérite pas sa place contre Inoue, et je trouve que c'est injuste, parce que, bah, est-ce que c'est vraiment pire qu'un Canelo Berlanga? Est-ce que c'est vraiment pire qu'un Canelo Jermel Charlo? Voilà, je pense pas. Doheny, ça reste un adversaire qui est quand même bon, hein, c'est un top 10 de la catégorie des super coqs, je crois que The Ring le place actuellement 7ème. Donc c'est pas un peintre du tout, c'est un ancien teneur de titre IBF en Supercoq, donc il avait eu le titre IBF justement. Alors bon, on est d'accord que c'est pas non plus le meilleur boxeur du monde, hein. Il a perdu ce titre, IBF après une défense je crois, il est monté, il s'est fait battre par Conlan, donc un Irlandais qui est un contender poids plume, un Olympien qui se fait battre par Legoud dans un super combat en 2022, il était à 2 autres KO Legoud au premier round, et puis Legoud fait une remontée pour KO entre les cordes Conlan au deuxième, ce combat exceptionnel, combat de l'année 2022, je vous invite à le voir. En même temps, derrière, il se fait battre par ce cher Luis Alberto Lopez, par un uppercut au 5ème. Donc il avait essayé de prendre les titres WBA, il a raté, IBF il a raté. Bon, Conlan, finalement, sa carrière a un petit peu chuté, je crois qu'il a renoué une défaite après, je sais plus contre qui. Donc sa carrière est un petit peu dans le pétrin. Mais voilà, ça restait un très bon contender, c'est un moment qui est passé à rien d'être champion du monde. Et donc il a balayé ce pauvre Doheny qu'il a vraiment battu assez à plat de couture. Suite à ça, Doheny est redescendu en Supercoq, hein, donc il a un titre en Supercoq, il a perdu, il est passé en plume, il a perdu, il est redescendu en Supercoq.
Et globalement, par une défaite contre Sam Goodman, qui est donc le fameux numéro 3 de la KT, allez, numéro 3-4 si on met Armadaliev devant, à part ce fameux Sam Goodman, donc il a battu, sinon il est sur une streak de 3 victoires, dont 3 par KO. Il a fait pas mal de soirées japonaises, je crois que les 3 c'était des soirées japonaises, donc c'est un Irlandais qui vit en Australie mais qui combat au Japon. Et en vrai, du coup, ça fait que c'est un combattant qui est connu des Japonais, qui est plutôt apprécié des Japonais parce que il est venu sur leur terre, il a fait le bonhomme, il a battu par KO 3 des Japs. Et donc en fait, ça fait que c'est un adversaire qui a gagné sa place en fait. Donc voilà, je crois que j'ai dit, il est 7ème par The Ring, donc c'est un adversaire qui est tout à fait compétent. Juste, c'est là où c'est dommage, et c'est là que je considère que c'est un peu mon rôle de faire ça, c'est que ce serait on serait en super moyen, tout le monde le connaîtrait. Parce qu'il aurait été hypé, il y aurait de la com dessus, etc. Bon. Le truc, c'est qu'en fait, du coup, nous on le connaît pas en Europe, ni aux États-Unis, parce qu'il n'y a pas eu cette com. On le connaîtrait si on était au Japon, parce qu'il y aurait eu cette com dessus. Donc voilà, c'est pour ça que je me permets un petit peu de rappeler que c'est vraiment pas un peintre du tout. Le petit narratif intéressant du combat, parce que les Japonais, il y a toujours des narratifs sur les combats d'Inoue, mais les Japonais aiment bien le garder un peu secret. Par exemple, pour Neri, ils n'ont pas trop parlé de Yamanaka, sauf genre le dernier jour où là ils sont lâchés. Regardez-moi ce fumier qui a battu Yamanaka. Sinon, ils gardaient ça un peu secret. Là, globalement, le narratif du combat, c'est quoi? C'est que Doheny a battu un sparring partner de Inoue, donc qui s'appelle Lamido, qu'il a battu par KO au premier round. Et enfin par arrêt, je crois que c'était KO, mais c'est un arrêt de l'arbitre en tout cas au premier round. Et il a également battu Nakajima, qui est un mec de la salle d'Inoue, qu'il a battu au 4ème round par arrêt de l'arbitre. Donc voilà, c'est le petit narratif, c'est le mec qui tape les potes d'Inoue. Donc bon, voilà, on verra bien. Après, je pense malgré tout qu'il va se faire déchirer en moins de 6 rounds, parce qu'il faut rester un peu réaliste, Inoue est quand même vraiment au-dessus du game, donc c'est vraiment très étonnant. Après, là, je fais le malin, à froid, machin. Bon, en vrai, je vais pas vous mentir, Inoue, j'attends que Douglas vienne le battre, exactement comme Douglas est venu battre Tyson. Et ça fait que systématiquement, quand je regarde un combat d'Inoue, même si sur le papier, Inoue est censé l'écraser en 26 rounds, et que jusqu'à présent, il l'a fait avec Neri, bon, Tapales, ça dure un peu plus longtemps, Fulton, il l'a battu en 8, enfin bref. Jusqu'à présent, il fait très bien son boulot, mais il n'y a pas à dire quand, dès qu'il affronte quelqu'un, j'ai le boule au ventre et je suis en mode, là, s'il te plaît, mon gars, fais pas n'importe quoi, alors allez, je dis ça, il a perdu une reprise sur ses 3 derniers combats. Bon, bref. Non, je sais, il a perdu la reprise contre Terry. Il a perdu 2 reprises sur ses 3 derniers combats. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, si on est un peu rationnel, il va déchirer Doheny, mais ça reste un combat qui est loin d'être ridicule et qui a beaucoup de sens sportivement. Et je sais plus qui disait ça, mais je suis assez d'accord. En même temps, c'est cool de laisser un peu sa chance à des gens qui sont dans le top 10, en fait, qui sont pas des superstars, mais qui charbonnent, qui ont un bon niveau, qui arrivent là où ils sont censés arriver. Et voilà, et c'est pas des mecs qui vont aller au Hall of Fame, hein, clairement. Doheny, c'est un ancien champion du monde, mais en vrai, c'est un type qui est champion du monde parce qu'on est dans une ère où il y a 4 titres, qui étaient dispatchés à l'époque et qui a chopé le bon gars au bon moment. En vrai, c'est pas un mec qui a Hall of Fame, alors sauf si va Inoue, bien sûr. Mais imaginons qu'il se fasse détruire comme il est censé se faire détruire. C'est pas un mec qui a Hall of Fame, c'est pas un mec qui a un panthéon de la boxe, c'est un type qui a chopé un titre alphabétique, qui a fait une défense et qui l'a perdu. Bon, alors évidemment, il est 1000 fois meilleur que moi et je lui manque absolument pas de respect. Mais je veux dire qu'on n'est pas sur un mec qui n'est pas on est rien on est sur rien de tout ça. Mais ça reste un mec qui charbonne. Un mec qui charbonne, un mec qui bosse et c'est cool de donner sa chance à des gens comme ça. Donc voilà, donc moi c'est un combat que ne sera pas le combat qu'on retiendra a priori de la carrière d'Inoue. En tout cas c'est pas l'affiche qu'on retiendra a priori. Mais, parce qu'on sait pas tel combat sera exceptionnel. Mais ça reste un combat qui pour moi a malgré tout un peu de sens sportif. Et enfin j'aimerais juste revenir sur quelques trucs, parce que même si Inoue est de moins en moins critiqué en France, hein, il y a de plus en plus d'adeptes, il y a malgré tout des gens qui lui reprochent notamment de ne pas avoir pris les gens quand il fallait. Alors, bon, il y a le reproche classique du la seule fois que tu as affronté un adversaire pound for pound, comme les gens disent. En gros, la seule fois que tu as affronté un adversaire que je connais, c'était Donner, il avait 40 ans, il t'a fracturé l'orbite et il a failli te battre. Beaucoup de choses qui vont pas. Premièrement, Donner n'avait pas 40 ans, Donner avait 36 ans. Donc voilà, il s'agirait de se renseigner un petit peu. Alors je crois que ce mythe de Donner qu'à 40 ans vient de Floyd Mayweather, si je dis pas de bêtises, qui est connu pour être un rageux et raciste notoire, j'ai dit les termes. Alors je l'adore en tant que boxeur, hein, mais en vrai en tant qu'humain, on se ment pas. C'est quand même un peu... voilà. Et en tout cas sur ses takes, sur ma vie, n'est-ce pas, sur les boxeurs non américains sont un petit peu catastrophiques. Disons-le, il n'y connaît pas grand chose et malheureusement il y a beaucoup de gens qui suivent là-dessus, c'est dommage. Après, très bon boxeur, il n'y a aucun souci. Et donc typiquement sur Inoue, voilà, c'est son petit, il est là, vas-y mec, affronte Tank, affronte Crawford, après on en reparle complètement déconnecté. Lui bizarrement il parlait pas d'affronter Klitschko à l'époque, hein, voilà, disons les termes, mais du coup je crois que c'est de lui que ça vient, cette idée que Donner avait 40 ans lors du premier combat. C'est faux, il en avait 36, et encore une fois, 36 ans, c'est pas si vieux. Après les gens disent non mais c'est vieux pour les catégories où il est. Bah, en vrai même pas tant que ça, enfin genre en vrai non. Enfin, je sais pas, genre je crois que Usyk actuellement il a 37 ou 38 ans les gars. Vous parlez pas d'Usyk comme le combattant qui va à la retraite quoi. Crawford a pareil, enfin vraiment
pas si vieux. Voilà. Bon, écoutez, bon, voilà, je sais pas trop d'où vient le truc. Et puis après, alors il fracture l'orbite, ça c'est vrai. Mais du coup, en fait, les gens disent pas qu'après, il fait un combat de fou avec une orbite fracturée et qu'il arrive à protéger son œil tout en continuant de battre Donner. Les gens disent pas qu'il a mis à terre Donner au 11e sur un coup au corps ultra puissant et que l'arbitre a arrêté l'action un peu tôt, et, à mon avis, et que Inoue aurait dû être capable de lui mettre un ou deux coups de plus et qu'il aurait dû être capable de terminer Donner. Parce qu'en gros, Donner se prend son coup et Donner commence à reculer et à aller dans son coin parce qu'il a mal au corps. Et du coup, l'arbitre s'arrête et interpose le combat. Notamment, il éjecte complètement Inoue, il aurait pu le blesser sur cette action-là. Vraiment, il le pousse avant que Donner mette un gant à terre. Alors, il n'y a pas de souci. Il est blessé, tu veux le sauver, t'arrêtes le combat. Parce que juste, du coup, il lui donne un compte. Et alors, bon, honnêtement, je connais pas les règles par cœur de la boxe. Et je pense que c'est dans les règles. Perso, je trouve que c'était mérité si le mec se prend un coup et baisse ses mains. Soit t'attends qu'il se reprenne une mandale, comme ça, vraiment il est à terre et tu peux le compter. Soit bah, t'arrêtes le combat parce que t'as peur qu'il se fasse trop mal en fait. Il n'y a pas de souci, hein, tu peux arrêter le combat si t'as peur qu'il se fasse massacrer, il n'y a aucun problème. Mais voilà, pour moi on a quand même privé d'Inoue de ce chaos-là. Surtout qu'en plus, vous regardez la décision, pareil, les gens qui disent ça, je sais pas s'ils ont vu le combat de l'année 2019, les gens qui critiquent, en vrai Inoue 2000 le combat. Alors j'ai plus le scoring exact, je vais pas être capable de vous dire combien, mais regardez les cartes des juges, de mémoire c'est pas serré, et de mémoire mes cartes elles étaient pas serrées non plus. Je sais plus si c'était un 8-4 ou un 9-3 Inoue, mais honnêtement, le combat, mais je dis pas, c'est un combat où Inoue prend des coups, mais scoring round par round, je l'avais quand même largement devant. Donc ce combat-là, beaucoup considèrent que la seule fois qu'il a affronté un mec fort, le mec avait 40 ans et il a donné un combat hyper difficile à Inoue, limite c'était un vol. Bon voilà, vous voyez que tout ça c'est des conneries. Il le prend dans une revanche, il l'éclate, évidemment, ça les gens se tardent bien de vous le dire, ou alors ils vous disent non mais il avait 44 ans, bon, il en avait 38, l'âge de Usyk, l'âge de Crawford, aussi je crois 37, bon, vous comprenez. Et après on peut reprocher un peu eh bien, à Inoue d'avoir manqué quelques adversaires, et des gens qui vont justement me dire que ouais, enfin ok, je restructure un peu tout ça. Et après il y a d'autres gens qui disent ok, mais d'un côté, qui est-ce que tu veux qu'il affronte Inoue? C'est-à-dire que qui d'autre de pound for pound veut dire qu'Inoue affronte. En vrai, il affrontait Fulton, qui pour moi était pound for pound, pas dans le top 10, mais dans le top 15. Bon, ok. Qui d'autre est-ce que tu veux qu'il affronte? Vous sortirez assez justement Estrada, Ringiside, Chocolatito. 2017, Inoue est champion WBO des super coques, des super plumes, des super mouches, pardon. Il y a pour le coup 3 boxeurs pound for pound dans sa catégorie, probablement 3 futurs Hall of Famer si l'International Boxing Hall of Fame ne fait pas n'importe quoi. Et Inoue n'affronte aucun des 3. Beaucoup de gens accusent Inoue de s'être défilé et d'avoir sagement attendu d'arriver en coque et super coque pour commencer à vouloir faire le patron et réunir les titres. Alors, je rappelle que Inoue était champion WBO 2017, Estrada est mandatory WBO. Inoue dit viens que s'affronte. Estrada, il n'y a aucun souci, moi je prends le combat. Estrada dit non, je vais affronter Quadras pour ensuite pouvoir affronter Ringiside, qui est lui champion WBC. Parce que je préfère aller choper la WBC comme ça. Inoue fait ok, bah très bien, bah, je vais prendre quelqu'un d'autre. Et du coup, Estrada va battre Quadras, puis va perdre contre Ringiside. Il y a en même temps un moment où Ringiside est champion WBC, Inoue est champion WBO. Et ça parle un peu d'unification. Parce qu'à l'époque, alors évidemment les trois sont déjà vus comme des combattants pound for pound, ils s'affrontaient tous les trois, etc. Inoue est aussi vu comme un combattant pound for pound, hein, déjà à l'époque. Je sais plus les stats exacts, mais je crois qu'il était 10, 9, 8ème dans le classement pound for pound de The Ring. Ce qui est en gros ce qu'est Nakatani actuellement. Donc faut se dire qu'il avait l'aura globalement de celle qu'a Nakatani actuellement. Et à ce moment-là, Inoue fait apparemment il y a des gens qui veulent l'unification contre Ringiside. Très bien, moi il n'y a pas de souci, je prends. Et Ringiside ne prendra pas cette offre, puisqu'il ira chercher Estrada. Et souvenez-vous qu'il y a eu pas mal de cartes. Je crois qu'il y a eu 2 cartes quand il avait été organisé, qui est pour but de mettre à l'honneur cette catégorie des super mouches qui étaient hyper florissantes. Et du coup, on avait Inoue qui a combattu en sous-carte de Estrada, qui a combattu en sous-carte de Ringiside. Je crois même qu'il a combattu sur une carte de Chocolatito. Donc Inoue a combattu sur la carte de ces gens-là. On parle des fameuses cartes qu'Inoue a fait aux États-Unis ou en Angleterre. De mémoire, Inoue a combattu une fois contre Moloney aux États-Unis et il a combattu 2 autres fois hors du Japon en sous-carte, soit de Chocolatito, soit d'Estrada, soit de Ringiside. À vérifier, mais je crois qu'en tout, c'est ces 3 sorties hors du Japon. Et ces gars-là ne les ont jamais affrontés. Et si vous voulez, connaissant la mentalité des Japonais, connaissant la mentalité de Ohashi, qui a dit Inoue, je ne te donnerai aucun combat facile. Et c'est vrai, regardez même les 5 premiers combats qui sont pas pour des titres, aucun combat facile. Et après, c'est quasiment, je dis quasiment, il y a peut-être un combat qui n'était pas pour un titre, alors je vais pas dire de conneries, mais je crois qu'il n'y a que des combats pour des titres après ça. Le mec a enchaîné 22 championnats du monde, je crois. 22 championnats du monde, les gars, je crois que Chavez, il est à. Chavez a 26 défenses du titre. Mais après, il a dû faire d'autres championnats du monde qu'il a perdu, genre contre Kostetsu, contre Randall. Donc je vais pas dire de conneries, mais je pense que Chavez a une trentaine de championnats du monde en tout. Je sais pas le chiffre exact. Bon, Inoue, les gars, il a 22. Quand même. Joe Louis, il a fait 26 défenses du titre. Il a perdu contre Charles, donc il devait être à 27 combats pour des championnats du monde. J'ai peur de dire une bêtise, mais mauvais heure, on doit être dans ces ordres-là aussi, 25-30. Les gars, c'est.
Enfin, je vais vérifier après pour Mayweather. C'est énorme. 22, on rentre dans la cour des très très grands avec 22 championnats du monde. Et tous les remportés, dont je crois 20 par KO, c'est un truc de malade mental. Ce mec, et vous regardez ses premiers combats, hein, c'était du OPBF, c'était déjà des 10 rounds. Inoue n'a eu aucun combat facile, vraiment. C'est la mentalité japonaise, c'est la mentalité de son promoteur qui est un peu marche ou crève, ce qui peut être un peu terrible et ce qui peut très bien marcher. Globalement, vous allez faire mal à des gens et vraiment former des gens forts très très bien. Bon, écoutez, c'est un autre débat. Mais voilà, Inoue prend pas de combat facile. Et honnêtement, Inoue qui esquive Estrada, qui esquive Ring Visai, qui esquive Chocolatito, je n'y crois pas. Surtout qu'à l'époque, Chocolatito est déjà sur la pente descendante, parce qu'il s'est déjà fait taper par Ring Visai. Je pense que Inoue le prend. Ring Visai serait un très beau combat, et à l'époque, je sais pas. Parce que Ring Visai c'était quand même quelque chose en 2017. Et honnêtement, Estrada, je pense que Inoue le prenait aussi. Parce que je pense qu'il n'a pas la force de frappe pour inquiéter un Inoue. Après, évidemment, Inoue n'était pas encore aussi mature qu'il ne l'est plus tard, enfin qu'il ne l'est actuellement. Il n'était pas aussi fort dans sa boxe, hein. Il n'était pas encore numéro 1 Fight Pound, numéro 3 si, pour les gens qui veulent râler. Mais du coup, Inoue, qu'est-ce qu'ils fait ces gens-là? Non, 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 c'est pas le cas. Et c'est ces gens-là qui ont décidé de faire leur tournoi entre eux et de s'affronter entre eux. Aucun souci, à l'époque, Inoue était vu comme un très bon combattant, mais c'était pas vu comme le pound for pound star. Donc c'est pas comme s'ils avaient esquivé le meilleur boxeur de l'histoire à ce moment-là non plus. Il faut rappeler les termes. Inoue n'a pas esquivé Estrada, Ring Visai et Chocolatito. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai eu aucune évidence de cette esquive des trois boxeurs. Bon. Et le dernier qu'on accuse d'avoir esquivé, c'est Casimiro. Rappelez-vous encore une fois, Casimiro qui était champion de WBO, notamment parce qu'il avait battu Rigondo des coqs, puis il a fait n'importe quoi, du coup son titre a été filé à Butler, ensuite il est revenu, il a une carrière un peu chaotique, finalement il n'est pas si mal classé que ça sur Boxrec, mais je crois qu'il a des combats qu'il a gagnés, qui ont été tournés en no contest, qu'il a regagné, il y a une égalité qui a été no contest, je sais plus exactement tous les trucs, mais honnêtement c'était pas fameux non plus sur les dernières sorties Casimiro. Et quand vous regardez son palmarès maintenant, ça a l'air d'aller à peu près, mais globalement ses derniers combats c'était surtout des no contests, des draws, des victoires, bon, mais c'est quand même un peu bancal. Je crois qu'il y a, alors, de mémoire, je crois qu'il y avait, non je vais dire des conneries, je crois qu'il y avait une victoire, une égalité en no contest, et que l'égalité a été changée en victoire, je sais plus, le no contest a été changé en victoire peut-être, bon. Il y a eu quelques bêtises, en tout cas dans la carrière de Casimiro récemment, et honnêtement on est à un stade où, vraiment, genre les gens qui hype Casimiro en mode Inoue l'esquive, Inoue a peur de lui, vraiment, vous y croyez? Et puis vraiment, et puis là d'un seul coup, c'est fantastique avec ces gens-là, c'est-à-dire que Casimiro, qui est un boxeur dont personne ne parle, hein, c'est-à-dire que, bon, à part les gens qui ragent parce qu'il a pas affronté Inoue, personne ne parle de lui, personne ne va venir vous dire, ouais, la terreur des supercoques Casimiro, personne. Le mec il a affronté pas Fulton, pas Tapales, pas Armadaev, il a affronté personne. Personne parle de lui dans le top 25 pound for pound, enfin c'est, bon voilà, il n'est, je vais pas manquer de respect à Casimiro, mais globalement, il n'est pas dans ce genre de discussion du tout. Évidemment, sans manquer de respect aux boxeurs qui, encore une fois, m'éclatent la gueule tous les jours de la semaine, à toutes les heures, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ce boxeur n'est pas dans les discussions du tout. Par contre, dès qu'il s'agit d'essayer de trouver un mec qu'Inoue aurait esquivé, alors là, il n'y a pas de souci. Hein. Casimiro, dans les haters d'Inoue, à les écouter, c'est le numéro 2 pound for pound, le mec le plus esquivé de l'histoire. Enfin, c'est bon, voilà, du ridicule. En tout cas, je trouvais ça important de revenir sur ce point, même si j'ai un peu dérivé par rapport à TJ Toveni. Tout ça pour dire qu'en vrai, Inoue n'a, à ma connaissance, esquivé personne de manière actée. N'est-ce pas? Canelo Alvarez. Non, mais je vous ai dit, ça distribue des tacles aujourd'hui. Mayweather, Canelo, toutes les petites starlettes, là, elles en prennent pour leur regarde. La prochaine sera Shakur ou Heini, j'en sais rien. Pourtant, j'adore Heini. Bon, bref. Que penser de tout ça, que conclure de tout ça? Inoue, c'est probablement pour moi le meilleur boxeur de la planète actuellement. C'est un type qui peut s'adapter dans toutes les situations, qui a des skills excellents partout. Pareil, j'ai oublié de le dire, je fais une conclusion, j'oublie de rajouter encore des trucs. Les skills défensifs de Inoue, parlons-en. C'est pas sa boxe, d'habitude, d'avoir une boxe défensive. J'avais cette discussion avec JC à l'époque, il y a quelques mois, qui me disait qu'il avait trop le profil de puncher pour être un bon boxeur défensif. Et oui, parce que c'est pas sa nature d'être un boxeur défensif. Mais je maintiens, des gens ne seront pas d'accord, c'est pas grave. Je maintiens, si demain Inoue il veut faire une masterclass de défense, il fait une masterclass de défense. Parce que ce type a un jeu de jambes qui est excellent, il a des mouvements de buste qui sont excellents, et il sait gérer extrêmement bien la distance. Et honnêtement, si sa personnalité c'était un peu plus d'être un boxeur défensif, Inoue il ferait des masterclass à la Shakur Stevenson. Alors les gens se feraient chier devant ses combats, il n'y a aucun problème, il ferait des masterclass. Et ça s'est bien vu contre Nery, il se fait envoyer au tapis dans le premier round, il veut pas se faire toucher, et à un moment il esquive dans le coin 4 coups consécutifs de Nery. Inoue c'est quelque chose en termes de défense. Il y a un moment, il y a Inoue, j'ai revu le combat tout à l'heure, Inoue et Nery, j'ai un truc que j'avais pas vu, que j'ai revu tout à l'heure. Nery pardon, mais une balayette à Inoue. Alors, je crois que c'est le round numéro 5 si je dis pas de bêtises. Inoue est en train de reculer, et Nery lui met une balayette. Probablement pour le déséquilibrer, lui mettre un coup. Vous verrez l'adresse avec laquelle Inoue arrive à se ressaisir et à sortir du coup que l'envoie Nery. C'est divin. Non, je vous assure, ce mec, il voudrait être un excellent boxeur défensif, il le serait. En fait, il voudrait tout, il le serait. Mais du coup, tout ça pour dire que quoi?
enfin la conclusion. Tout ça pour dire qu'en vrai, Inoue, bah, pour moi, c'est le meilleur boxeur de la planète actuellement. On a un type qui est ultra complet, qui pourrait boxer comme il voulait, qui a l'air de pouvoir s'adapter à toutes les situations possibles. Il a affronté au final des gens qui l'ont mis sous pression, des gens qui attendaient pour le contrer, des gens qui attendaient tout court. Il a tout affronté ce gars-là. Dans tous les cas, il a montré qu'il était à la hauteur des défis. Il a montré que mentalement il était méga solide. Honnêtement, s'il a tenu Neri, il tiendra toutes les situations mentales. Neri, c'était le tueur à gages, c'était l'ennemi numéro 1 du Japon. Inoue qui vient en CTR pour le battre, il fait n'importe quoi pendant 1 minute 30, il se fait envoyer au tapis. Le mec, il a la pression, vous imaginez la pression que le mec doit ressentir. Il n'y a pas de souci, il te fait des esquives dans le coin, et après il te l'envoie au tapis le round d'après, au round 5, au round 6, il les termine. C'est fantastique. Et dès le round 3, il commence à le chambrer. Non, c'est fou, c'est fort ce qu'il fait, c'est fort. Vraiment, mentalement, le mec, il est solide. Et je vous assure que je pense que, ouais, c'est enfin, mentalement, il est dans un autre monde. Hein. Je peux pas croire, il craquera pas Inoue, hein. Il craquera pas sûr. Du coup, bah, en fait, on a un mec qui peut pas craquer en termes de style de boxe, qui peut pas craquer en termes de mental, en termes de son adversité, c'est dur de lui reprocher quoi que ce soit, parce qu'il a toujours pris les meilleurs boxeurs qui voulaient bien l'affronter. Évidemment, il a pas pris les trois fantastiques en super coq, alors super mouche, mais bon, lui, il n'y était pour rien. Bon. Et Doheny, ça reste un combat qui fait du sens, hein, comme je vous l'expliquais, même si c'est évidemment pas la fiche la plus attractive. Bref, voilà, je pense que j'ai après fait le tour. J'avais des choses à dire sur Inoue, c'était important de tout dire. Désolé si la voix était pas trop là, évidemment. Je fais que ce que j'ai. En tout cas, bah, normalement, le combat sera diffusé mardi à midi, aux alentours de midi. Donc voilà, je vais le mettre en scred en cours sur les genoux, ça va être super. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit à rajouter, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Et puis bah, hypez-vous bien pour le combat. Ah oui, j'oublie tout, c'est une catastrophe, j'oublie tout. Pourquoi TJ Doheny et pas Sam Goodman et pas Ahmad Aliev? Ah, je suis désolé. C'est la fatigue, c'est le truc désolé, c'est hyper déconstruit. Voilà, c'est la fatigue, c'est la maladie, c'est. Donc pourquoi pas Sam Goodman et pourquoi pas Ahmad Aliev, qui sont pourtant vus comme les numéros 3 et 4, voire même maintenant numéro 1 et 2 derrière Inoue. Sam Goodman en fait est monté sur le ring en mai pour dire à Inoue, ouais t'inquiète mec, on s'affronte. Inoue, fidèle à lui-même, pas de soucis mec, je t'envoie le contrat dans 2 semaines. Sam Goodman, très bien mec, je vais signer le contrat, aucun souci. Bon bah devinez quoi, Sam Goodman il affronte un Thaïlandais en juillet. Alors il l'a battu, parce que ça reste un très bon boxeur. Puis devinez quoi, il s'est pété la main gauche dans son combat. Du coup bah pas de combat d'Inoue en septembre. Peut-être en décembre, peut-être pas. Donc est-ce que Sam Goodman s'est chié dessus? Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il se pensait pas prêt, qu'il voulait un combat de plus? Bon voilà. Dans tous les cas, Inoue était prêt, Sam Goodman ne l'était pas. Et enfin, pourquoi pas Ahmad Aliev, alors que la WBA notamment était chaud pour pousser ce combat. Ahmad Aliev, en gros, il lui a fait ouais mec, viens, on s'affronte en sous-carte Dubois contre AJ le 21 septembre. Inoue en sous-carte, mec? Inoue en sous-carte de AJ? Mais Ahmad Aliev, pour qui est-ce que tu prends pour qui est-ce que tu prends Inoue en fait? Non, c'est AJ en sous-carte de Inoue en fait, c'est pas l'inverse. Parce que bon, en termes de talent de boxeur, en termes de niveau, évidemment, hein, AJ est clairement inférieur à Inoue, il n'y a aucun débat. En termes de popularité, c'est vrai qu'AJ, ça reste le visage de la boxe. En Europe, en Angleterre, pas au Japon en fait. Et ça, je pense que c'est un truc qu'Ahmad Aliev n'a pas voulu comprendre. C'est que nous, de notre perspective d'Européens, en fait, AJ, c'est le visage de la boxe et c'est le mec. Vous pouvez lui faire venir Ngannou, y a pas de souci. Non, ça marche pas comme ça. Donc Inoue lui a fait bah écoute mon petit bonhomme, y a pas de souci. Moi je te prends, mais c'est au Japon. Et si tu veux qu'on combatte avec AJ dans la carte, bah fais-le venir en sous-carte. Évidemment, le combat du coup ne s'est pas fait. Donc il se fera peut-être plus tard, mais du coup il s'est pas fait. Et donc à la place, bah, il a pris Doheny, qui est, comme je vous l'ai expliqué, est un boxeur populaire au Japon. Il y a le petit, qui est un boxeur qui mérite sa chance. Il y a le petit passif avec les gens de la salle de Inoue. Bref. Voilà, c'est marrant de connaître les raisons de pourquoi est-ce qu'il a pris Ahmad Aliev et Goodman, les deux qui, voilà, bon, bref. Bon écoutez, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, désolé, c'était un petit peu confus à la fin. J'espère qu'on m'entend toujours, voilà, je pense que ça s'entend, les cordes vocales ne sont pas présentes. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez quoi que ce soit ajouté, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire. Moi je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end, et puis hypez-vous bien pour le combat de mardi. Allez, bye!